Si ça ne marche pas, je suis mort. C'est ce qu'a dit l'homme le plus riche d'Afrique. Et ce n'était pas dans une interview, encore moins pour faire le buzz. Il parlait d'un chantier colossal qu'il venait de lancer. 23 milliards de dollars de sa propre fortune, 11 ans de sa vie et l'avenir de tout son empire posé sur une seule carte. Imaginez ça une seconde. Vous avez passé 30 ans à construire quelque chose. Vous êtes parti de rien, enfin presque rien. Un prêt de votre oncle et 3 camions de ciment. Et c'est qu'en 6 ans, au sommet de votre puissance, vous décidez de tout risquer, pas pour faire plus d'argent, mais parce que vous avez vu quelque chose que personne d'autre ne voulait voir. Un pays qui possède du pétrole sous ses pieds et qui achète son propre carburant à l'étranger depuis 50 ans. Ce projet, tout le monde lui a dit que c'était une folie. Des politiques, des multinationales et surtout une mafia si puissante qu'il dira lui-même qu'elle est plus dangereuse que la mafia de la drogue. Comment un seul homme contrôle le ciment, le sucre, le pétrole et la farine de tout un continent? Et comment un seul homme a pu vraiment changer le système qui a appauvri l'Afrique depuis 50 ans? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à exploser le bouton like pour m'encourager à continuer. Kano, Nigeria, 1957. Dans cette ville du nord du pays, il y a une famille dont le nom fait déjà autorité dans les cercles du commerce, les Dantata, des générations de marchands, de traders, d'hommes qui ont appris avant toute autre chose que la richesse ne se donne pas, elle se construit, transaction après transaction. C'est dans cette famille qu'Aliko Dangote voit le jour le 10 avril 1957. Son arrière-grand-père, Alassane Dantata, avait bâti une fortune colossale grâce aux noix de coula et d'arachide, au point d'être considéré en son temps comme l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Le commerce n'était pas une option dans cette famille, c'était une vocation, presque une religion. Mais Aliko n'aura pas le luxe de grandir sous l'aile de son père. Mohamed Dangote disparut quand son fils n'a que 8 ans. C'est donc son grand-père maternel, Sanusi Dantata, marchand de matériaux de construction, qui prend l'enfant sous sa tutelle. Et c'est lui qui va, sans le savoir, former l'un des plus grands industriels que l'Afrique ait jamais connu. À 8 ans, Aliko Dangote prenait l'argent de poche que lui donnait son grand-père et achetait des bonbons, pas pour les manger, mais pour les revendre à ses camarades de classe avec une marge. À cet âge, le sens du commerce, ça ne s'apprend pas dans les livres. Après le lycée, il quitte le Nigeria pour aller étudier à l'université Al-Azhar, au Caire, en Égypte, l'une des institutions académiques les plus anciennes du monde, fondée en 970. Il y suit des études en commerce et en administration des affaires. Mais pour Dangote, le Caire n'est pas qu'une ville d'études, c'est une fenêtre sur le monde. Il voit comment d'autres économies fonctionnent, comment d'autres hommes construisent. Et il commence à comprendre quelque chose que très peu de ses contemporains nigériens ont réalisé à l'époque. Son pays regorge des besoins non satisfaits. Et les besoins non satisfaits, c'est exactement là que se font les fortunes. En 1977, il rentre au Nigeria. Il a 21 ans. Il n'a pas de bureau, pas d'employé, pas de plan sur 10 ans. Ce qu'il a, c'est un prêt de son oncle, 500 000 naira, 3 camions de ciment et une conviction absolue que l'Afrique a besoin qu'on lui construise quelque chose. Il commence à trader le ciment, le sucre, le riz, des produits de base, des produits que tout le monde utilise chaque jour, sans exception. Pas de l'amour, pas révolutionnaire, mais diablement efficace. Et voilà le premier grand trait de caractère de Dangote, celui qui va expliquer tout ce qui va suivre. Il ne cherche pas les niches, il ne cherche pas les marchés de luxe, il cherche ce que les gens doivent acheter, qu'il y ait une crise politique ou non. Le ciment pour construire, le sucre pour manger, le riz pour survivre. Ce prêt de son oncle, il le rembourse en 3 mois. En 1981,
En seulement 24 ans, les activités se sont tellement développées qu'il crée officiellement le groupe Dangote. Ce qui était un simple négoce familial devient une entreprise structurée avec des licences d'importation, des partenariats, une vision. Mais à ce stade, Dangote n'est encore qu'un commerçant prospère parmi d'autres. Ce qui va le transformer en légende, ce n'est pas encore arrivé. Ce qui va le transformer, c'est un voyage au Brésil et une idée qui va changer le destin de tout un continent. Nous sommes en 1996. Dangote a 39 ans. Son groupe est déjà solide. Il importe du sucre, du riz, de la farine. Il a des licences, des camions, des entrepôts. Par les standards nigériens de l'époque, il est riche et même très riche. Mais quelque chose le ronge. Il regarde autour de lui et il voit un Nigeria qui construit des routes, des immeubles, des infrastructures. Un continent entier plein de sorties du sol, brique par brique. Et tout ce ciment, absolument tout, vient de l'étranger. Des entreprises françaises, européennes, asiatiques, empochent des milliards de dollars sur le dos d'un continent qui n'a pas encore compris qu'il pourrait fabriquer lui-même ce qu'il consomme. C'est dans cet état d'esprit qu'il prend l'avion pour le Brésil. Il ne part pas en vacances. Il part étudier, observer, comprendre comment un pays en développement, avec les mêmes contraintes structurelles que le Nigeria, réussit à construire une industrie manufacturière locale, puissante et compétitive. Ce qu'il voit au Brésil le confirme dans une conviction qu'il mûrit depuis des années. Le commerce, c'est bien. La production, c'est infiniment mieux. Quand on importe, on dépend des autres, des prix mondiaux, des taux d'échange, des décisions prises à Paris ou à Amsterdam. Quand on produit localement, on contrôle la chaîne, on crée des emplois, on capture la valeur et surtout, on devient indispensable. Il rentre au Nigeria avec une feuille de route claire. En 1999, il lance la construction de raffineries de sucre, d'usines de farine, de fabriques de pâtes alimentaires. Mais c'est le ciment qui va tout changer. En 2000, il rachète la Benue Cement Company directement à l'État nigérien, une privatisation qui lui ouvre les portes de l'industrie lourde. Puis vient Obajana, le chantier le plus ambitieux que le Nigeria ait jamais vu dans le secteur privé. Une usine de ciment dans l'état de Kogi, au centre du pays, construite de toutes pièces, sur un terrain immense, avec des équipements venus du monde entier. Quand elle entre en production, l'usine d'Obajana devient la plus grande cimenterie d'Afrique subsaharienne. Réfléchissez à ce que ça signifie. Pas la plus grande du Nigeria, pas la plus grande d'Afrique de l'Ouest, la plus grande de tout le continent africain au sud du Sahara. Et Dangote ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête jamais là. C'est peut-être ça la vraie clé de sa personnalité, une incapacité presque pathologique à se satisfaire de ce qu'il a déjà construit. Il déploie Dangote Cement dans 10 pays africains: Bénin, Cameroun, Ghana, Zambie, Éthiopie, Sénégal, Mozambique, Afrique du Sud. Une expansion méthodique, calculée, pays après pays, marché après marché. Là où l'Afrique construit, Dangote veut être présent, toujours. Les chiffres commencent à devenir vertigineux. En 2007, il introduit deux de ses sociétés à la bourse de Lagos. Les analystes évaluent ses participations à plus de 10 milliards de dollars. À cette époque, Oprah Winfrey est présentée dans la presse américaine comme la personne noire la plus riche du monde avec 1,5 milliard de dollars. Dangote prend la parole pour dire qu'il est bien plus riche qu'Oprah Winfrey. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un signal. Un homme qui dit au monde: regardez vers l'Afrique, il se passe quelque chose ici. En 2008, il fait son entrée officielle sur la liste Forbes des milliardaires mondiaux avec 3,3 milliards de dollars. En 2011, après la montée en puissance de Dangote Cement, sa fortune explose à 13,8 milliards. Et en juin 2013, il devient le premier entrepreneur africain de l'histoire à franchir la barre des 20 milliards de dollars. Premier africain dans toute l'histoire du continent. Il est numéro 1 en Afrique. Il le restera 13 années consécutives. Mais curieusement,
cette place au sommet ne l'intéresse pas vraiment. Parce que pendant que les journaux célèbrent sa fortune, lui est déjà en train de préparer quelque chose de différent, quelque chose de bien plus grand, bien plus risqué, quelque chose qui, selon ses propres mots, pourrait le détruire.